merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir rendu cette rencontre possible, puisque ça me touche énormément, ça m'émeut. Et merci d'être là et désolée pour mon retard. Ce qui me semble important, c'est la dimension justement de la subjectivité. Et c'est aussi une façon de rencontrer finalement Audrey dans cette prise de parole. C'est que moi j'ai une posture en tant que philosophe, enseignante-chercheuse, qui appréhende la philosophie avec une forme d'éthique féministe et même une épistémologie féministe, c'est-à-dire d'un travail sur la réflexivité, sur le fait de se poser, en fait, de se situer dans une expérience qui n'est pas seulement intime, mais qui est complètement traversée, en fait, par évidemment les rapports sociaux. Et donc j'ai toujours essayé de réfléchir à partir d'une posture qui était la mienne et d'une implication dans le monde, et de ne pas opérer un pas de côté ou surplombant, etc. Donc quand j'ai commencé à travailler sur la violence, en fait c'est un objet qui est traditionnellement considéré comme difficile, impur, en plus parce que moi j'ai une pratique de recherche qui m'emmène tout le temps dans les archives. Et donc c'est un peu les archives précisément par définition des dominants, l'histoire des vainqueurs. Et donc c'est une archive qui est difficile à consulter et dans laquelle il est difficile en fait de restituer les traces des résistances pour en faire une généalogie des vaincus. Donc cette idée à la fois des archives, à la fois d'un positionnement, c'est-à-dire dire d'où je parle, depuis quelle position. Ça a été les deux principes en fait de mon approche philosophique et de ma réflexion sur la violence. Et il se trouve que en fait, en réfléchissant sur la violence et en commençant à travailler sur la violence, la plupart des travaux en philosophie ou en théorie critique ou même en histoire des idées politiques étaient très focalisés sur la question de la légitimité ou de l'illégitimité de la violence, c'est-à-dire d'une forme d'appréhension presque moralisante a priori, de dire il n'est pas bien de recourir à la violence, c'est un moyen qui vient porter préjudice à la fin, quelle que soit d'ailleurs la noblesse de cette fin. Dès qu'on utilise la violence, au fond, on devient un sujet méchant ou un sujet qui est éthiquement rendu impur en fait par ce recours. Or moi, mon expérience de la violence mon expérience singulière, politique, sociale de la violence, elle partait au contraire d'un positionnement qui considérait que nous sommes tous et toutes traversés par la violence, que quel que soit notre positionnement vis-à-vis de la violence, nous la recevons et elle nous constitue comme sujet, soit que nous l'agissons, soit que nous nous y opposions, même de façon quotidienne. Et une autre question a été que moi, ma pratique en tant qu'individu m'a plutôt montré que la violence pouvait être un recours qui m'a sauvé la vie. Et à partir de ce constat, qui à mon avis n'est pas un constat isolé, je suis partie plutôt du postulat que je voulais faire une histoire de la violence comme ce qui est probablement la dernière ressource qui reste un sujet qui est nié en tant que sujet pour assurer sa vie ou pour survivre tout simplement. Donc c'est cette appréhension presque vitaliste en fait de la violence que j'ai essayé de constituer. Et à partir de là, je me suis plongée dans plusieurs archives, des archives qui pour moi faisaient sens, à la fois celles du féminisme, mais qui prenaient à rebrousse-poil en fait une histoire officielle du féminisme, ou une historiographie d'ailleurs du féminisme, qui a plutôt été principalement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des travaux autres, mais qui a plutôt été principalement une histoire des luttes pour l'acquisition de droits civils, droits sociaux, droits civiques ou droits reproductifs, ce qui est très évidemment important. Mais il y a aussi une histoire plus underground, je dirais, du féminisme, qui est plutôt une histoire justement d'un féminisme qui est relativement lointain de la question, par exemple, du pacifisme ou des actions revendicatives, collectives, etc. Et qui est plutôt une histoire des luttes, et quasiment des luttes au corps à corps avec le patriarcat. Et ces luttes au corps à corps avec le patriarcat, en fait, on en retrouve l'histoire, si on veut bien justement voir ce que l'on ne voit pas peut-être depuis un autre point de vue,
et au moment de la Révolution française en France. Et il y a toute une tradition en France, finalement, d'un mouvement féministe qui a toujours considéré que le rapport de force devait s'établir, y compris physiquement et y compris en armant les femmes et non pas en demandant à l'État de protéger les femmes et de défendre ou de donner des droits, par exemple. Mais on a une généalogie comme ça qui va se poursuivre et de façon, je trouve, très exemplaire au niveau du mouvement féministe anglais et plus particulièrement suffragiste, anarchiste, internationaliste, du côté des suffragistes donc anglaises à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui est plutôt un mouvement et une partie de ce mouvement suffragiste qui est les femmes, une partie des femmes en fait de la Ligue sociale et politique, et qui est plutôt d'inspiration anarchiste, proche de la seconde puis de la troisième internationale, donc internationaliste. Donc ça veut dire concrètement antinationaliste, et qui va refuser que la question des droits des femmes soit une sorte d'argument rhétorique dans la construction d'un nationalisme. Par exemple, les femmes anglaises ou l'Angleterre brille parce qu'elle donne des droits aux femmes anglaises. Alors il faut savoir qu'au même moment, en fait, ce discours il est complètement mis à mal parce que, si vous voulez, dans un contexte impérial, par exemple, l'Empire britannique peut aller coloniser des territoires et imposer sa suprématie en Inde au nom de la libération des femmes indiennes prises sous le joug du patriarcat barbare, prémoderne, rétrograde de la culture indienne, et au même moment refuser tous les droits, l'acquisition des droits dans la métropole anglaise. Ça, c'est un balancement qu'on retrouve également en France, par exemple en Algérie. On va coloniser des territoires au nom de la libération et de l'imposition des droits républicains, de la libération des femmes, mais au même moment, dans les métropoles, en fait, on continue de maintenir les femmes dans une situation d'hétéronomie absolue. Donc en fait, le point de départ des suffragistes féministes anglaises, britanniques, a été de dire on ne peut pas demander à l'État des droits alors que ce même État précisément organise le non-octroi des droits des femmes, le maintien des femmes dans une situation d'inégalité, d'hétéronomie et de vulnérabilité vis-à-vis de la violence des maris, de la société et même des discriminations structurelles qui impliquent ce statut de mineur à vie. Et à partir de là, si on n'a pas à demander des droits à l'État, s'il est encore plus inepte d'ailleurs de demander la protection de l'État face aux violences que subissent les femmes, alors il faut affronter cet État et imposer les droits de façon complètement immanente, réflexive, c'est-à-dire c'est aux femmes de s'auto-organiser dans ce combat. Et la plupart le début du mouvement va être d'abord du coup des actions directes dont on a peut-être une image ou une représentation, c'est-à-dire le fait qu'elles s'enchaînent au Parlement, etc. Mais ça, c'est qu'une partie des actions directes qu'ont proposées les suffragistes, puisqu'il y a aussi eu des attentats à la bombe contre des propriétés privées, contre des entreprises, contre des biens. Il y a eu également des occupations de lieux, et il y a eu des affrontements directs avec la police qui était très violente contre les manifestations féministes. Et ces affrontements avec la police, très vite les femmes considèrent qu'elles sont pas, en tout cas elles vont inventer une forme d'autodéfense de la ruse, on pourrait dire, une autodéfense vraiment de l'intelligence en fait, de l'occasion martiale, c'est-à-dire, et puis du détournement en fait de coups qui ne sont pas codifiés dans une culture viriliste, mais qui viennent de l'expérience vécue des femmes. Par exemple, le fait de porter un parapluie, ce qui est le cas des femmes en Angleterre et notamment à Londres, le parapluie va devenir une arme massive en fait pour surprendre une charge de police, mais pour aussi faire peur aux chevaux, par exemple, puisque c'est une police montée, ou pour frapper, pour se défendre d'un coup, ou pour se frapper, si vous voulez, presque à l'épée contre les matraques de la police. D'autres utilisations vont être par exemple inventées, le fait d'avoir des ciseaux sur soi,
parce qu'on prend l'image que la femme a son petit matériel de couture ou de broderie dans son sac, et donc elle a forcément des petits ciseaux et une aiguille. L'aiguille, c'est très pratique, ça permet de piquer. Et les ciseaux permettent par exemple de couper les bretelles des policiers pour que leurs pantalons tombent et qu'ils soient humiliés, et surtout qu'ils ne puissent plus courir après les militantes. Donc il y a toute une intelligence martiale en fait qui est déjà une forme d'autodéfense, qui a toujours existé. Moi, au sens où ma grand-mère me disait que dans le métro parisien, elle avait toujours une épingle à cheveux pour tenir ses cheveux, parce que ça lui permettait de piquer les hommes qui la touchaient ou qui la harcelaient dans le métro. Donc c'était une intelligence en fait, mais qui est dans une mémoire non dite, transmise quasiment de mère en fille, et qui n'est pas dans les livres en fait de l'histoire, enfin qui ne fait pas partie de cette histoire officielle. Et puis, la façon dont ça va se structurer en Angleterre, c'est une histoire qui m'intéresse, parce que c'est une histoire, finalement, moi je ne travaille pas sur l'histoire des sports de combat ou les arts martiaux à proprement parler, je travaille sur l'histoire des techniques d'autodéfense, des stratégies d'autodéfense, des tactiques d'autodéfense, et donc je suis en dehors d'une histoire officielle, par exemple de la codification des arts martiaux ou de leur olympisation. Je suis plutôt dans une histoire des techniques corporelles, en fait, de martialité.